Les autorités sud-africaines réagissent par rapport aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Elles promettent de punir les auteurs. Les négociations entre les deux parlements rivaux libyens vont bientôt s'accorder. L'émissaire de l'ONU l'a annoncé dimanche. Nouvelle vague d'exécutions par l'État islamique. Une trentaine d'hommes chrétiens d'origine éthiopienne sont montrés dans une nouvelle vidéo postée dimanche. Bonjour et bienvenue dans cette édition. En Afrique du Sud, les autorités réagissent face aux actes de violence xénophobes qui sévissent dans le pays depuis plusieurs jours déjà. Le gouvernement a promis dimanche de punir les auteurs de ces actes qui ont déjà fait au moins 7 morts. Des sanctions pour réprimer les auteurs des violences xénophobes en Afrique du Sud. C'est la promesse faite par le gouvernement sud-africain face aux récents incidents qui se sont produits dans le pays depuis fin mars. Les violences ont déjà fait au moins 7 morts selon la police sud-africaine. Le président Jacob Zuma, accusé de passivité au premier jour des incidents, s'est rendu à Durban pour y rencontrer des étrangers regroupés dans un camp après avoir fui leur quartier pour échapper aux agressions qui, selon les autorités, ne resteront pas impunis. Nos officiers de police travaillent très dur sur le terrain pour faire en sorte que ceux qui sont impliqués dans les actes de violence soient arrêtés, condamnés et poursuivis en justice. Pour l'instant, 307 suspects ont été arrêtés en relation à des attaques commises sur des Sud-Africains d'origine étrangère et aux actes de violence perpétrés sur notre territoire. Nous sommes sur le terrain et nous abordons les différents problèmes. Mais pour assurer la sécurité du pays, il faut aussi que les Sud-Africains jouent le jeu. Au total, plus de 300 personnes ont été arrêtées depuis le début des violences xénophobes en Afrique du Sud. Vu l'ampleur de la situation, les gouvernements du Zimbabwe, du Malawi, de la Mozambique et de la RDC ont annoncé le rapatriement de leurs ressortissants. Rappelons que l'Afrique du Sud avait déjà connu des émeutes similaires en mai 2008 qui avaient fait 62 morts. Le groupe État islamique a publié dimanche une vidéo montrant l'exécution d'une trentaine d'hommes présentés comme des chrétiens éthiopiens par des djihadistes en Libye. Cette vidéo de 29 minutes publiée sur des sites djihadistes montre un groupe d'au moins 12 hommes égorgés sur une plage et un autre groupe de 16 autres tués par balle dans une zone désertique. Ils sont présentés comme des membres de l'église éthiopienne ennemie. Eh bien, l'EI qui a pris des pans entiers du territoire en Syrie et en Irak et a déclaré un califat sur lequel il multiplie les exactions. Certaines sont à l'image de celles diffusées dimanche, mises en scène dans des vidéos insoutenables, armes de propagande des djihadistes. En Libye, les négociations entre les deux parlements rivaux sont en passe de déboucher dans les prochains jours sur un accord final. L'annonce a été faite dimanche par l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Ce fut au terme d'un 3e round de pourparlers au Maroc. Pour plus de précisions, nous vous invitons à suivre Bernardino Léon, l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons maintenant un texte dont 80%, 90% c'est des éléments que le parti peut accepter. Donc c'est déjà très important. On a un texte qui rassemble beaucoup ce qui pourrait être un accord entre toutes les parties. Permettez-moi de réitérer notre préoccupation, notre condamnation et notre rejet à l'action de groupes armés qui essayent de compliquer ce dialogue, de compliquer la possibilité d'une solution pacifique et évidemment notre condamnation à toute action terroriste qui aussi cherche à empêcher un accord politique.
Voilà le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye. Il est redouté une véritable hécatombe en Méditerranée avec quelques 700 morts. 450 morts avaient déjà été enregistrés la semaine surpassée. Plus de 700 personnes étaient à bord de ce chalutier qui a chaviré à environ 130 km des côtes libyennes dans la nuit de samedi à dimanche. 28 survivants ont été récupérés par un navire marchand portugais, d'après le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Les gardes-côtes italiens ne confirment pas le chiffre de 700 personnes à bord, mais il s'agit bien d'un chalutier de 20 mètres de long, capable de transporter plusieurs centaines de personnes. Cette nouvelle tragédie en Méditerranée fait suite à 2 naufrages la semaine dernière. L'un a fait 400 disparus, l'autre plus de 40, considérant le récit de survivants confié à l'Organisation internationale pour les migrations et à des ONG. L'Allemagne, l'Italie, la France et la Slovaquie avaient rendu public vendredi une déclaration commune pour réclamer une solution forte au niveau européen. Le pape François a exhorté de son côté samedi la communauté internationale à agir face à la succession de ces épisodes tragiques. Pour le chef de l'État italien, ces vies brisées compromettent la dignité de la communauté internationale qui risque de perdre l'humanité. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait réunir ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour prendre des mesures lundi à Luxembourg. Le président François Hollande, quant à lui, a qualifié ce dimanche le nouveau naufrage de pire catastrophe de ces dernières années en Méditerranée et demandé le renforcement du nombre de bateaux de surveillance de l'opération Triton. Si c'était confirmé, ce serait la pire catastrophe de ces dernières années en Méditerranée. Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux qui sont dans le cadre d'une opération qui s'appelle Triton. Rien que le nom n'est pas forcément adapté à la situation. Donc plus de bateaux, plus de survols par des avions et puis également une lutte beaucoup plus intense par rapport au trafic. Évoquant une catastrophe terrible, le chef de l'État a qualifié les passeurs impliqués dans cette tragédie de terroristes. Le drame fait redouter une véritable hécatombe en Méditerranée. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a réclamé dimanche la réunion d'urgence d'un sommet européen pour discuter de la question de migration et des mesures. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Plus de 900 migrants ont perdu la vie depuis le début de l'année en effectuant la traversée entre la Libye et l'Italie. Un cartel de narcotrafiquants a attaqué vendredi dernier les forces de sécurité Lansom au Mexique. L'agression survient après la capture de certains membres du groupe Reynosa au nord-est du pays. Une fusillade s'en est suivie, faisant au moins 3 morts parmi les criminels présumés et 2 policiers blessés. Une fusillade a fait au moins 3 morts et 2 blessés dans le nord-est du Mexique. Pendant près de 6 heures, des tirs ont été échangés entre les forces de sécurité mexicaines et un cartel de narcotrafiquants. Elle fait suite à une attaque du cartel en réaction à l'arrestation de certains de ses membres à Reynosa. Les 3 personnes tuées faisaient partie des présumés criminels. Quant aux blessés, il s'agit de 2 agents des forces de sécurité. Près de 60 personnes dans 15 pick-up ont participé aux affrontements en utilisant des AK-47 et des AR-15 contre les forces fédérales. Après l'opération de la police fédérale, l'organisation criminelle a tenté plusieurs fois de délivrer les détenus en menant des actions violentes. Le cartel du Golfe est historiquement le groupe criminel dominant au Tamaulipas, mais il a subi ces dernières années les arrestations de plusieurs de ses leaders. La dernière en date fut celle de Mario Armando Ramirez Trevino en août 2013. Ce groupe criminel a mené 2 embuscades fin mars et début avril, ayant fait au total 20 morts en représailles à l'incarcération de plusieurs de ses membres.
Rappelons que Reynosa, une ville de 610 000 habitants et d'autres villes du Tamaulipas vivent depuis plusieurs années dans un contexte d'affrontements permanents, soit entre groupes criminels rivaux, soit entre ces groupes et les forces de sécurité. Au Yémen, au moins 52 personnes ont été tuées à Taïs, une ville située dans le nord, dans le sud-ouest du pays. C'était samedi. C'était donc au cours de violents combats entre partisans et adversaires du chef de l'État. Des coups de feu et des explosions ont résonné pendant près de 24 heures dans les quartiers résidentiels de Taïs, troisième ville du Yémen. En cause, de violents combats entre les rebelles chiites pro-iraniens et les forces loyales au président Hadi, appuyées par les raids aériens de la coalition. Au total, plus de 52 personnes ont été tuées. Parmi les victimes figurent 19 rebelles chiites et 4 combattants pro-Hadi. Précisons que 13 civils, dont 3 femmes, sont également dénombrés. Des quartiers d'Aden, notamment d'Arsad et Al-Mouala, ont également été le théâtre de nombreux affrontements ponctués de tirs contre des maisons. Ce bilan, qui s'ajoute aux 76 morts recensés le 17 avril dernier, porte désormais à 128 le nombre de personnes tuées en 2 jours dans le sud du Yémen. Rappelons qu'en raison de la progression des rebelles chiites dans le sud, le président Hadi a dû fuir Aden, où il s'était réfugié pour s'exiler en Arabie Saoudite. Élection présidentielle au Togo, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a dépêché une mission d'observation dans ce pays dans le cadre du scrutin du 25 avril prochain. Cette mission, qui séjourne à Lomé depuis le 15 avril dernier, a respectivement rencontré les autorités togolaises, les partis politiques et les différentes structures impliquées dans l'organisation et la gestion du scrutin. Elle a pour mission de suivre de près le déroulement du processus électoral. Voici des explications du chef de cette mission d'observation sur des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Lomé, Emmanuel Crépi et Juste Donrissou. Les élections en Afrique ont véritablement besoin d'observation parce que l'intérêt de l'observation, c'est qu'elle permet quand même de vérifier si les choses se sont passées conformément aux textes qui le régissent, notre constitution et surtout le code électoral qui est la loi fondamentale en matière électorale. C'est bien d'avoir l'écho des autres, les regards des autres, que d'avoir toujours les seuls échos de ceux qui organisent. Nous n'avons pas un point de vue à exprimer si c'est un pays à risque ou un pays où il n'y a pas de risque. C'est tout simplement, pour le moment, nous commençons notre travail d'observateur et puis à la fin, c'est-à-dire après le 25, nous allons produire un rapport dans lequel nous allons mentionner l'essentiel de ce que nous avons observé, rencontré comme éléments positifs, comme peut-être difficultés, et puis, en cas de difficultés, le plus souvent, on fait des recommandations. Cette mission est composée de pratiquement tous les pays membres de l'UMOA. Vous avez le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, excepté le Togo qui est le pays organisateur. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes de SICA.